Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre programme de cet après-midi. Nous sommes contents parce que bon Dieu permet que nous traversions une semaine en bien. Nous rencontrer là pour nous après une journée de sabbat. Nous souhaitons que tout le monde qui l'a ait passé une très bonne journée de sabbat. Et puis nous pourrons aller faire suite avec un sujet que nous avons développé. Ça fait quelques sabbats de cela. C'est mon histoire, mon voyage vers l'Amérique. Nous, avant même que nous commencer avec une conversation régulière, nous avons invoqué l'assistance divine et nous pourrons aller incliner d'être nous et nous contents que nous avons frère Locke ensemble avec nous, qui pourra faire prière d'ouverture là pour nous. Merci beaucoup. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce que nous pouvons t'appeler Père et nous sommes tes enfants. Maintenant, Seigneur, en dépit du grand privilège que nous avons eu tout au cours de cette semaine, nous voulons t'adorer, te louer, te prier. Maintenant, Seigneur, nous allons ouvrir ce service. Nous te demandons de nous accorder l'intelligence qu'il faut afin de pouvoir discerner les notions capables de plaire à nos oreilles, de faciliter le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions nous réjouir en retour. Bénis, Seigneur, ceux-là qui auront à prendre la parole. Permets qu'ils soient puisés de ton esprit afin que celle-ci ou ceux-là puissent avoir l'opportunité de nous convaincre à salut. Et qu'ainsi ce sera pour ta gloire, au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Nous avons salué tout le monde encore. Nous voulons citer le monde que nous voyons là avant que nous passions la parole à la modératrice, Marie-Josée, et à notre présentatrice de cet après-midi, Mme Adeline Isaac. Les gens sont déjà d'office, donc nous n'avons pas besoin de citer nos encore. Marlène Turenne, Marlène Durandis, Louis-Michel Locke, Nicole Caillard. Nous sommes contents que nous soyons ensemble avec nous. Nous sommes contents d'entendre samedi dernier. Gina, Étienne, merci d'être avec nous, et Merlène Joseph, et Dan Fignolet, Monique Balthazar et Joselaine Saint-Fort. Maintenant, bienvenue encore une fois. La parole est à toi, Marie-Josée, et nous voulons entendre l'histoire de Madame Adeline. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir mis votre confiance encore une fois en moi afin de pouvoir diriger ce débat. Et je ne dis que toute la gloire est à Dieu. Avoir le privilège en ce temps de pouvoir parler, de pouvoir respirer, seulement ça, c'est beaucoup parce que plein parmi notre peuple, plein parmi la terre, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce privilège de parler, de respirer, de jouir de ce souffle de vie que notre Père avait mis en nous afin de nous permettre de mouvoir, de vaquer à nos activités quotidiennes. Nous disons gloire à Dieu. Et nous voulons vous dire tous bienvenue et merci encore une fois. Et ce soir, comme l'a si bien dit Perrette, nous avons notre invitée spéciale, Madame Adeline Isaac. Madame Adeline Isaac, bonsoir, bienvenue. Et merci d'avoir accepté de vous rendre vulnérable face aux questions qui vont pleuvoir sur vous ce soir. Et ma première question serait, quelle est la raison de votre présence en Amérique?
OK, je peux parler n'importe quelle langue. Créole Oui, ou toute langue. français. La Anglais, raison de ma présence français, espagnol. Et mandarin un petit peu. Pas traduit pour nous, mais je cherche au monde quand même. Malheureusement, je ne parle pas assez l'espagnol pour pouvoir parler en espagnol. Pour commencer, je dois remercier Tabitha qui m'a invité à me présenter et à présenter mon histoire vers les États-Unis. Il n'y avait pas une raison particulière. Je n'étais pas mariée, j'étais assez jeune. Ma mère a laissé Haïti, j'avais 6 ans. Elle a décidé de nous faire rentrer et ça a pris du temps un peu parce qu'elle n'avait pas la résidence tout de suite. À 17 ans, disons 16, 17 ans, on a commencé à faire les démarches qui m'a amené aux États-Unis en 1967. 67, mars 67, je suis entrée aux États-Unis avec l'intention de continuer mes études. Si je peux parler de déception, ça a été ma première déception quand j'ai vu que je n'arrivais pas à aller à l'école. Ma mère était très prise, elle travaillait pour pouvoir faire entrer les autres. J'avais mon frère et une sœur qui étaient déjà là, mais ce n'était pas leur préoccupation. C'était ma plus grande déception et j'ai même confié à ma mère que j'ai voulu retourner chez moi. Mais il y a le bon côté, c'est ça le mauvais côté. Le bon côté, c'est que Lucien, on se connaissait déjà, on était même fiancés. Il avait laissé Haïti en 66. Il a été en France pour les études à Collonges. Et le fait d'être aux États-Unis, le continent à côté, je me sentais plus proche de lui. Et ensuite, les communications étaient beaucoup plus faciles parce qu'il y avait le téléphone. Et ça, c'était le bon côté. Et ce qui m'avait intéressé, c'était l'intérêt qui ne m'a pas poussé à revenir en Haïti, en fait. Et il avait promis de venir me voir. La même année, c'était en décembre, il est venu me voir en décembre. Et puis ensuite, il est retourné. Non, il est venu me voir en juillet. En juillet pour les grandes vacances et on a décidé, et on a pris la décision de se marier. Et puis, c'était le mariage en août. Les parents n'étaient pas tout à fait d'accord, mais c'était notre décision. Bon, ils ont, surtout ma mère a dû se plier à notre décision, c'était ça. Et puis, je me suis mariée en 1967. C'était pas un long séjour pour les États-Unis parce que j'ai laissé les États-Unis en 68, tombée enceinte en décembre, que Lucien est venu me voir en décembre. Je suis tombée enceinte, manque d'expérience, tout ça. Je suis tombée enceinte trop tôt, assez jeune. Il m'a fait le trouver en France, Kétia est née en France. Je suis tombée enceinte encore tout de suite après le premier enfant. Et ce fut Woody. Je suis retournée aux États-Unis parce que une vie estudiantine en France n'est pas facile avec les enfants. Nous sommes retournés en 68 aux États-Unis et là, nous sommes restés jusqu'en 1971. Nous avons pris la route encore pour que Lucien puisse achever ses études. Ensuite, nous sommes retournés, mais nous n'avons pas... Mon départ d'Haïti, c'était pour New York. Je n'ai pas mentionné ceci. C'était pour New York, une ville que j'aime jusqu'à maintenant. Parce que, pourquoi j'aime New York? On dépend de personne. Les bus sont très réguliers.
le métro aussi, ce qu'on appelle le subway aux États-Unis. Et c'est très facile à circuler à Bronx, à Brooklyn, à Manhattan, à Long Island, à Queens. Il n'y a pas de... Voilà pourquoi j'aime New York. On est très indépendant, on ne dépend pas de personne. Et jusqu'à maintenant, New York est sur mon cœur. Laissant la France en 1971, faut dire que j'avais pas encore mon baccalauréat haïtien. J'avais pas mon baccalauréat haïtien, alors il fallait que je revienne pour les études, pour compléter mes études, comment on appelle ça, high school, ce que je n'ai pas pu faire tout à fait au début parce que je n'ai pas été à l'école. Quand je suis retournée en 69 à New York, il y avait un programme qu'on appelait, j'ai noté ça quelque part, Manpower, qui donnait des cours de ESL, ce qui se dit English as a Second Language, et j'ai pu participer. J'ai pu participer pour pouvoir faire mon anglais. Ensuite, il donnait des cours de secrétariat. J'ai pris et j'ai eu mon petit diplôme. De retour aux États-Unis en 69, j'ai pu travailler avec ce petit diplôme et dans d'une station de police en tant que secrétaire. Et comme Lucien était retourné pour continuer ses études de théologie en France, et c'était pas le plan que je laisse mon travail, mais il a décidé que je devais rentrer avec les 2 enfants. Je suis retournée en France en 71. 71, de là, nous avons laissé la France en 74. Nous ne sommes pas retournés à New York. Nous avons pris le chemin de la Californie. La Californie, Lucien avait tous ses parents en Californie. J'ai laissé mes parents à New York. Entre-temps, ma mère est morte en 71. Je dois noter ça. C'était des périodes très difficiles pour la famille. Ensuite, en Californie... En Californie, j'ai pu travailler comme secrétaire du pasteur de l'église pendant 2 ans. J'ai oublié de mentionner, et là où nous étions en France, c'était très proche de la Suisse. C'était à 3 kilomètres de la Suisse. Et la Suisse, Genève, qui est une ville très importante pour la Suisse. C'était le francophone de la Suisse. J'ai pu faire des études de secrétaire médical. Je n'ai pas voulu laisser l'Europe sans avoir quelque chose en main. Il faut dire que je suis en train de glaner parce que je n'ai pas encore mon baccalauréat haïtien. Ensuite, de la Californie étant, Lucien a reçu un appel de la Floride d'un oncle qui est décédé maintenant. Et il lui a promis il y avait un groupe haïtien, c'était le premier groupe haïtien qu'il y avait à Miami. C'est Sillon, c'est ça, Lucien? Sillon, et puis Lucien est parti avant pour voir comment c'était. Il m'a dit, bon, on va commencer avec ça. Entre-temps, il a eu son diplôme de théologie, hein? Mais on n'a pas fait route pour Haïti, on est resté quand même aux États-Unis. Là, nous avons passé combien de temps? Nous sommes arrivés en 74 et Lucien était conducteur de l'église parce qu'il n'avait pas le titre de pasteur. Il travaillait à plein temps et il aidait l'église à plein temps. Et ayant reçu une bourse pour la France tout à fait au début, il est rentré en Haïti, je ne me rappelle pas pourquoi, il est rentré, il a fait un petit coup de pied en Haïti.
il a été à l'Institut français pour remercier la dame qui lui avait donné la bourse pour la France pour ses études, pour sa licence en théologie, ce qu'on appelle Bachelor in Theology. Maintenant, la dame a beaucoup apprécié son geste. Il lui a demandé ce qu'il faisait. Il a dit, je suis là, je suis responsable d'une église et je travaille à plein temps. Il a dit, tu n'aimerais pas continuer avec des études en théologie plus poussées? Lucien lui a dit oui. Et quand Lucien est retourné, c'était avec la bonne nouvelle que nous allons reprendre la route pour l'Europe, pour la France encore. En 1977, avec les 2 enfants, nous avons pris la route pour l'Europe, pour Strasbourg. Là, il fallait prendre soin des enfants, pas question d'étudier. Il fallait que Lucien travaille très dur parce qu'il a fait un mémoire qu'on a considéré comme sa maîtrise. Il faisait son doctorat. Il fallait qu'il se concentre. Il avait choisi un sujet qui était très difficile et parce que l'auteur était un Allemand, il y avait beaucoup de livres en allemand, il fallait qu'il trouve quelqu'un pour traduire et c'était très difficile. Là, il fallait lui donner tout le temps. Et voyez mon cheminement, hein? Je devais donner tout le temps à Lucien. Lucien a fini et ça a pris un petit peu de temps pour la soutenance de sa thèse. Entre-temps, la dernière année de c'était 1980, dans les années 80, c'est ça. Je suis tombée enceinte encore, mais c'était voulu cette fois-ci. Les 2 premiers, c'était des accidents, mais le troisième, il y a eu d'autres qui n'ont pas été plus loin, mais celui-là, c'était prévu, on l'a cherché et on a fait des démarches auprès de Dieu aussi et Dieu nous a donné Lucien Narom, qui est le dernier fils. Et là, nous sommes repartis pour les États-Unis. Nous sommes retournés en Floride et de la France étant, nous avons fait des démarches pour entrer et aller servir Haïti, parce que Haïti était toujours sur notre cœur. Il fallait nos premiers services devaient être pour Haïti. Et on a fait des démarches et les démarches n'ont pas abouti comme il fallait. On nous a dit qu'on n'avait pas besoin de nos services. Et le président de l'école qui était, comment il s'appelait encore, Lucien? Dos Santos. Ceux qui ont fréquenté le campus connaissent Dos Santos. Dos Santos était le président d'alors. Il a dit à Lucien, si tu viens sur place, on ne t'envoie pas un appel, mais si tu viens sur place et tu es sûr d'avoir un emploi. Eh bien, on a fait tout ce qu'il fallait, on a payé nos tickets, tout ce qu'on avait embarqué et on a envoyé tout en Haïti par Danzas, une compagnie qui s'appelait Danzas. On a tout envoyé en Haïti. Nous sommes restés en Floride pour peut-être 1 mois parce qu'il fallait attendre la résidence de Lucien Narom avant de partir. Et nous avons débarqué en Haïti en 1981, en décembre 1981. C'est là, on a passé 15 ans à servir. Et ensuite, 15 ans, là, j'ai connu ma fille Marie-Josée.
les artisans de l'harmonie qui ont... Haïti, j'ai de bons souvenirs d'Haïti, j'ai de très bons souvenirs d'Haïti. Je n'ai pas voulu laisser mon pays. Mais Lucien étant le chef de famille, quand il te dit à gauche, il faut aller à gauche. Quand il dit à droite, il faut aller à droite. Il a reçu un appel de la Jamaïque pour venir servir. Mais en partant, j'ai dit à Lucien, nous partons seulement pour 5 ans et de là, j'aimerais prendre. Entre-temps, pendant les 15 ans, j'ai pu faire mon baccalauréat, j'ai obtenu mon diplôme et je lui ai dit, je vais, comme j'aime beaucoup la musique, je vais prendre un bachelor, une licence en musique, parce qu'ils avaient un département de musique à la Jamaïque. Je pars seulement pour 5 ans. Arrivé là, et le département n'était pas ce qu'on espérait, et j'ai opté pour autre chose. Et j'ai opté pour, parce que j'aimais bien, pendant que j'ai été à Strasbourg, j'ai oublié, j'ai été à l'université de Strasbourg, j'ai fait ce qu'on appelle un DEUG de 2 ans en sociologie. Il y a des choses qui m'échappent. Là, arrivé à la Jamaïque, j'ai pu, et le département de musique n'était pas trop organisé, ils n'avaient pas de licence encore. J'ai opté pour la psychologie. Et je travaillais à plein temps. Et l'anglais, c'est pas ma langue, même si je faisais des va-et-vient aux États-Unis chaque année parce que j'avais la résidence. Voulant être un agent spécial, un agent de, comment je pourrais dire, un agent de changement dans mon pays. Je n'ai jamais voulu être américaine. On ne s'est jamais naturalisé pendant tout ce temps. On est resté haïtien, Lucien et moi. Maintenant, il fallait qu'on rentre chaque 6 mois aux États-Unis. Avec ça, l'anglais était là, mais ce n'est pas l'anglais. Quand j'avais fini de faire mon ISL, c'est perdu. J'ai passé trop de temps en France. Et puis ensuite, du temps en Haïti aussi, qui m'a fait perdre un peu l'anglais classique, que je peux dire que j'aurais pu m'asseoir dans une université de langue anglaise, francophone, anglophone, et d'étudier. Maintenant, il m'a fallu faire beaucoup d'efforts à mon âge et travailler à plein temps. Je me suis dit, il me faut un diplôme. Il me faut un diplôme correct. Et ce que j'ai fait, j'ai opté pour la psychologie. Et après 2 ans en psychologie, on nous a appelés pour nous dire, écoutez, avec le diplôme en psychologie, il faut aller plus loin. Il faut au moins avoir le doctorat pour pouvoir travailler comme psychologue. Bon, cela va de soi et on a pu comprendre. Mais en psychologie, comme tu fais un bachelor en psychologie, il fallait faire un minor. Si tu as un major en psychologie, un minor, j'ai choisi de faire conseillère, comment on dit ça en français? Conseillère sociale, quelque chose de ce genre, et social worker. J'ai opté pour social worker. Maintenant, il m'a fallu 12 ans d'études pour faire mon bachelor en psychologie parce que je travaille à plein temps et l'école te permet d'avoir seulement une classe. Dans une classe, il y a 3 crédits. Bon, comme je ne vais pas expliquer ça, mais vous êtes tous aux États-Unis, vous savez de quoi je parle. Quand je suis arrivée à la 12e année, je me suis dit, il me faut faire quelque chose parce que sinon, je ne vais pas pouvoir
avoir ce diplôme. J'ai pris des cours d'été sans le savoir de mon supérieur. Au lieu de prendre un cours, j'ai pris 2 cours. J'ai pris des cours d'été, 2 cours d'été ensemble, ce qui m'a permis de terminer en 2009. À 60 ans, j'ai eu mon premier diplôme. Maintenant, comme on encourage d'avoir un minor en social worker, j'ai décidé de continuer avec. Et en 2013, j'ai obtenu un second diplôme, disons un bachelor en social worker. Il faut dire, là, je travaille avec les adventistes. Les adventistes ne te laissent pas dans un seul département. J'ai fait plusieurs départements à la Jamaïque. Et le dernier département qu'on m'a laissé, c'est parce que avant qu'ils aient pu créer ce département, j'aidais pour les décorations, pour tout ce qui se faisait sur le campus, que ce soit graduation, banquet, je faisais tout ça. Dieu m'avait doté de ce cadeau de pouvoir décorer, faire les arrangements, tout ça. Et l'école a exploité de ce côté. Je travaillais à plein temps et je faisais ça aussi. Ensuite, quand ils ont vu la nécessité et que l'université grandissait, et ils ont dû créer un département qui s'occupait seulement de ça. Et après 2 ans, ils m'ont appelé à être la coordinatrice. J'avais un boss, à être la coordinatrice de ce département qui coordonnait avec elle, bien sûr, et tous les événements qui se passaient sur le campus. Tout. On était là, il fallait coordonner tout ça, planifier les couleurs, tout, décoration. Il fallait tout faire ça. Avec mon diplôme, je n'ai pas pu travailler comme social worker sur le campus parce qu'on n'en avait pas besoin, il y en avait déjà. Et j'étais un asset pour eux dans mon département. Ils n'allaient pas m'envoyer dans le département de psychologie, pas du tout. Ensuite, il y a eu un besoin en langue française. J'ai pu aussi aider comme professeur à enseigner le français sur le campus pendant presque 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai pu aider à enseigner le français. Ce qui m'a permis aussi de ne pas être trop rouillé en français parce qu'il fallait quand même se remettre dans les livres et tout. Parce qu'avec l'anglais, c'est seulement à la maison, avec Lucien, je parlais français. Et le temps qu'on avait ensemble à se voir était très court après le travail. On va au lit et puis c'est le week-end. Lucien, lui, il doit préparer ses cours, tout ça, moi, le ménage et tout. Alors, le français n'était pas vraiment le centre. C'était beaucoup plus l'anglais, ce qui m'a permis de quand même de garder un peu la langue. Ensuite, après 19 ans, il faut dire que là encore, on faisait le va-et-vient. Quand c'était devenu très difficile pour nous autres, on a décidé de prendre la nationalité américaine, enfin, parce qu'on ne voyait pas de porte d'ouverture pour pouvoir aider au niveau un peu beaucoup plus concret dans la politique haïtienne. On a décidé, et d'apporter un changement, on a décidé de prendre la nationalité américaine. Et entre-temps, on faisait le va-et-vient 2 fois l'année. Alors, on gardait le contact quand même avec les États-Unis, avec les amis, avec les parents. Et en 2016, mon mari a dit, c'en est assez, c'est la retraite. Et pendant que nous étions en 2010, il a fait un stroke qui a paralysé le côté gauche.
son côté gauche, mais il a pu enseigner 9 ans avec tout ça. Il a fait un peu de thérapie qui lui a remis la main, le bras gauche en action, mais le pied est resté un peu raide. Il boite dessus. Et en 2016, il a décidé que c'était le retour vers l'Amérique. Alors que dans mon petit cœur, c'était le retour vers Haïti, mais non, c'était le retour vers l'Amérique parce que avec le Medicare, les assurances qu'il y a pour les États-Unis, ce que nous n'allons pas trouver en Haïti, et ce que si on restait à la Jamaïque, quand vous êtes retraité, on ne vous donne pas l'assurance, il faut prendre votre assurance personnelle, et ce qui est très cher. La Jamaïque est une petite île très chère. Il a fallu qu'on revienne aux États-Unis. Et voilà que depuis 2016, nous sommes là. En tant que retraités, nous avons repris la vie américaine. Nous avons repris l'américaine. Je ne sais pas, j'ai fait un vrac. Je sais qu'il y aura des questions au milieu. J'ai pu donner un overview de tout ce qui a été ma vie, laissant Haïti et au retour pour les États-Unis. Voilà, j'attends vos questions. Wow! En tout cas, je crois que je vais juste passer au public parce que moi, toutes mes réponses sont données. C'était très vite. Vous aviez porté, comme Perrette l'a écrit sur le clavardage, que vous aviez porté beaucoup de chapeaux. Et moi, je n'ai pas de chapeau présentement, mais je vous enlève mon chapeau. Avoir à vivre d'une manière aussi, quel terme que j'aurais pu, bon, mettez en créole, si je suis jeune moi, parce que je ne suis pas jeune en français, ou jouer multiples rôles, multiples façons ou sortir dans départ, si je résumé ou petit ou une jeune parent aux États-Unis ou pas arrêté ou avec Mario alors qui était ménage ou vient marier ou aller en France, ensuite retourner aux États-Unis, ensuite retourner en France, ensuite ou aller à Haïti, ou pas même quoi, ou aller à Haïti, mais ou sortir, ou aller aux États-Unis, mais on a l'autre État. Ensuite, pour retourner en France pour quelque temps, ensuite, retourner dans l'autre État, États-Unis, qui est en Floride, pour ensuite ou aller à Haïti pour quelque temps, ensuite, ou retourner en France, ou aller en France encore. Et puis, moi, j'ai gagné, consacré les voyager ou aller en France ou tourner, moi, j'ai décalage horaire pendant ma palavre là. Si nous, peut-être, m'a viré un petit peu, c'est pas faute, mais c'est histoire là. Parce que c'est vraiment, mais on peut dire gloire à Dieu, et moi, je dis gloire à Dieu pour vous, pour avoir eu la force, ça c'est la détermination de réaliser tout cela, c'est une bénédiction du ciel et votre force de caractère. Parce que vous auriez pu dire, OK, moi, je ne reviens pas. Moi, je suis avec mon mari. Bon, on peut rester ici, on va trouver une petite vie. Mais non, vous aviez pu non seulement réaliser votre vie de cette façon, on ne peut pas dire votre rêve, parce que nous, les humains, Dieu a en main notre vie. Mais votre époux, avoir à l'aider dans son cheminement professionnel et d'être une mère et d'être une professionnelle et de supporter la famille, les coûts, la mère décédée. En tout cas, chapeau. Moi, je crois que si je laisse les questions au public, s'il vous plaît, aidez-moi. On ne connaît pas beaucoup de moi, please help me.
Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Isaac? Au fur et à mesure que les questions du public arrivent, je pourrai revenir pour mes propres questions. Questions ou remarques? Vous savez, je n'aime pas le silence. Le silence n'est pas d'or quand il s'agit de moi. Ça pourrait être diamant parce que c'est dur. Il y a une question pour Mme Isaac? Pas de monde qui a une question pour Mme Isaac? Non? OK, hands, Perrette. Oh, OK. Merci, Perrette. Et je me sens Ketia, docteur Ketia, cher enfant, il y a une question. Alors, on commence avec Perrette, ensuite Ketia, docteur Ketia. Alors, merci. Moi, Lina et chatroom nan, chapeau. Marie-Josée dit chapeau. Donc, ça veut dire, nous avons dit qu'on portait un pile chapeau. Ça veut dire qu'il y a un pile chapeau qu'on distribue après-midi là. Parce que non seulement ou même étant que personne qui t'a raconté parcours, vous entendez tout voyage ça yo. Dans le cas pour là, c'est pas seulement mon voyage vers l'Amérique, mais un voyage vers l'Amérique. Parce qu'à chaque fois, semble-t-il que vous commencez, alors, sortir Haïti pour les Amériques, de l'Amérique à l'Europe, et puis ensuite, back ici, et puis va et vient ça. Donc, et pour commencer à un âge assez jeune, pour faire toute expérience ça, mais compliments. Et puis, bon Dieu était ensemble avec vous, lui permettre que depuis et de toute bagaille ça, ou était ferme, et me senti pas connaître si bien comprendre, même senti que ou gagner deep inside ou gagner on vide parce que moi-même là me t'a raconté l'histoire pas me t'a dit gon vide, me senti gon vide là moi parce que pour être la caille Haïti. Me senti comme si ou gon petit bagaille qui était et qui pas rempli vraiment parce que partie ça ou t'a remis réaliser. Si moi si me comprendre bien ou capable acknowledge. Oui. Oui, il faut dire que laissant Haïti la première fois, il n'y avait pas une raison proprement dite. C'était, ma mère nous a fait chercher, nous obliger à aller. C'était une première chose. La deuxième fois, c'était pas voulu. C'est pas voulu parce que je me sentais bien, j'étais installée en Haïti, j'avais les artisans, les petits chanteurs, je travaillais, j'étais bien. Et j'avais d'autres plans pour Haïti. Et vous savez que quand on est jeune, on fait des rêves. Mon rêve, c'était de devenir médecin. C'était là mon rêve. Et quand j'étais en Europe, j'ai vu ce qu'il fallait. Retourner en Haïti, je me suis dit, mon rêve, comme je n'ai pas pu achever ce rêve-là, disons, c'était quelque chose que j'ai dû mettre de côté à cause des enfants et les études de Lucien. Maintenant, quand je suis retournée en Haïti, je me suis dit, je vais faire quelque chose pour mon pays. C'était l'intention de faire un orphelinat. Ceci n'a pas été concrétisé parce que quand tu laisses le pays à un certain moment, tu retournes, tu es étrangère chez toi. C'est une réalité, les gens que tu connaissais ont voyagé aussi, et puis et on te regarde avec tu viens me remplacer, tu viens prendre ma place. Avec ça, chercher à voir comment diriger les choses pour arriver à quelque chose, ça a été difficile, j'ai dû laisser ce projet ou ce plan en tête. Et ensuite, le deuxième plan qui n'a pas eu à être réussi pour Haïti, la première fois la deuxième fois nous sommes retournés, c'est d'avoir une maison en Haïti. La maison de notre rêve, en fait. Une grande maison, une grande propriété, avoir une piscine, pouvoir recevoir des amis. Marie-Josée peut te dire, j'aimais recevoir les amis.
chaque samedi, même si je n'étais pas propriétaire, chaque samedi, j'avais un tas de jeunes à la maison. Ce qui m'a rendu, j'ai sucé de ces jeunes, en fait, de leur jeunesse, parce que j'étais beaucoup plus âgée. C'était mes enfants, en fait, que je recevais. Mais j'étais toujours en bonne compagnie. Chaque samedi, j'avais des gens chez moi. Parfois, je disais, me dit, écoutez, je ne vais pas manger jeudi, non? Je vais manger jeudi, c'est pain avec de l'eau. Je dis, je vais venir manger pain avec de l'eau. Ah, je vais vous dire que il y avait une bonne camaraderie. Puis, goût, c'est pour les fruits. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi laisser cette ambiance? Ce n'était pas dans ma tête de laisser cette ambiance. Mais vous savez, travailler pour l'œuvre adventiste, ce n'est pas facile. Je ne vais pas donner de détails, mais mon mari n'était pas heureux à un certain moment. Quand il a décidé de laisser, c'est avec pleurs que j'ai laissé Haïti parce que je n'ai pas voulu laisser, j'étais bien. Mais lui, il n'était pas bien. Il faisait bien ce qu'il faisait, mais vous savez, vous connaissez ce qui se passe chez nous. La sortie pour lui, c'était une façon de respirer un peu mieux. Et on n'a pas regretté, même si on a eu beaucoup à endurer aussi dans un pays étranger qui est la Jamaïque. Mais on n'a pas regretté les 19 ans qu'on a passé là-bas. Et vous savez, et je dois noter ça, ces 19 ans, ce n'était pas ma conversion. Ma conversion a eu lieu, en fait, j'étais en Californie. Mais arrivé à la Jamaïque, j'ai appris à compter sur Dieu seul. On n'avait pas d'amis. Et ce qui m'a permis d'avoir une autre forme de relation avec mon Père Céleste. Comme on parle des États-Unis, peut-être que si on devait parler de sa vie, et de sa vie personnelle, de sa vie individuelle, si je devais me parler de ma vie individuelle, je n'ai pas connu de père, en fait. Il y avait ce manque. Avec ça, arrivé à la Jamaïque, quand je n'ai pas pu compter sur des amis, j'ai pu compter sur ce Père Céleste qui est devenu mon potomitan. Il était tout pour moi. Et ça a transformé ma vie. Et voilà pourquoi je ne regrette rien des péripéties où, vous savez, par mon côté arrivant ou pas joindre les difficultés. Je ne parle pas de mauvais côtés. Moi, les mauvais côtés sont toujours là, vous savez. En tant que chrétien, on va passer avec eux quand même. Et les Jamaïcains n'aiment pas les Haïtiens en général. Et surtout si vous occupez un poste qui domine, un poste plus haut que eux. J'étais toujours à dire aux élèves, écoutez, je suis venu ici, c'est pour vous servir. Quittez me servir. Je suis missionnaire, nous sommes là pour vous servir. Quittez me au service. Pourquoi me tourmenter, me persécuter alors que je suis là pour vous servir? Laissez-moi vous servir. Alors, la Jamaïque a servi à une deuxième conversion, à ma deuxième conversion qui m'a permis d'être ce que je suis maintenant. Marie-Josée m'a donné un tas de questions. J'ai pas eu cette question. Oh non, moi, les questions, c'était juste pour vous aider à vous préparer un peu pour trouver des réponses, des idées. C'est ça que j'ai fait avec tout le monde. Ça leur permettrait, des fois, quand on se prépare pour cela, on a on a plein d'affaires, plein de choses qu'on voudrait dire. C'est juste pour vous canaliser. Et je sais que vous avez peut-être autre chose à dire, mais je voudrais, si cela ne vous dérange pas, demander à Dr. Ketia, cher enfant, de venir avec sa question. Et après, je vais lire une question qui est sur le clavardage pour ensuite donner la parole à Astrid Delva et ensuite Marlene Durandis-Pierre. OK, bonsoir à vous toutes et tous, parce que j'ai remarqué la présence d'un homme sur notre Tabito. Lui, c'est notre Tabito.
Oui, oui, j'étais impatiente à poser ma question. Alors, je félicite Madame Isara, que c'est une personne qu'on a suivie de très près. Et cet après-midi encore, on a été chez les Étienne, peut-être connaissez-vous Ernst Étienne, de pasteur Étienne, le frère de Desfranches. Oh oui, Desfranches était mon pasteur. Ok, on parlait de Desfranches et puis on parlait de toi aussi, des artisans de l'harmonie, on parlait de ton dynamisme et tout ça. C'était cet après-midi encore. Alors, ma question, parce que dans votre parcours, je n'ai pas entendu le doctorat, où tu as pris ton doctorat, je n'ai pas entendu, je ne sais pas pourquoi. Parce tu pouvais passer peut-être de 20 ans et travailler sur ton doctorat. Je me demande la raison pour laquelle vous ne l'avez pas obtenu. Et ma question maintenant, la vraie question, ça c'est une première question, entre guillemets. Et ma question maintenant, qu'est-ce que vous faites? Parce que moi-même, je sens que je me demande si je serais retraité, parce que je ne me vois pas m'asseoir et ne faisant rien. Et je ne me vois pas comme ça non plus. Ma question maintenant, dans votre retraite maintenant, qu'est-ce que vous faites? Pour le doctorat, en fait, j'avais l'intention d'aller jusqu'à la maîtrise pendant que j'étais à la Jamaïque. Et c'est cher, premièrement. Ensuite, Lucien était fatigué avec son stroke. Il a travaillé 9 ans après. Il était fatigué, il m'a dit, chérie, tu vois que je suis fatiguée. Alors, on a pris la décision de rentrer ici. Bon, avec ma retraite, je suis en train de me pencher pour écrire un livre. En fait, c'est 2 livres. J'aimerais écrire un livre sur ma vie personnellement. Ce sera une biographie, ce que je suis, ce que j'étais, je suis devenue. Ce que je voudrais être. Là, et puis j'ai un livre que j'aimerais parler sur, je ne vous donne pas le titre entier, mais c'est sur l'amour, le vrai amour, qui n'est pas un sentiment entre hommes et femmes, mais le vrai amour, qui est un sentiment obligatoire de Dieu. Nous devons aimer Dieu et nous devons aimer notre prochain. Ce n'est pas un sentiment d'homme, mais c'est un sentiment beaucoup plus divin. C'est sur ce livre, c'est le livre, j'ai commencé. J'ai pas mal de pages écrites. C'est mon petit secret, je l'ai dévoilé cet après-midi, mais il faut dire que je suis très prise comme vous me voyez là. J'ai une sœur qui est malade, qui a le cancer, que je m'occupe d'elle, alors que je suis en Arkansas, elle est en Floride. J'ai un frère aussi qui a le cancer, qui a 3 cancers en fait, que là, on est toujours en contact. Et j'ai une sœur qui est en Suisse, qui est restée en Suisse. À cause de moi, elle est venue, et puis elle a trouvé son mari, elle est restée en Suisse. Et là, je suis la dernière, la Benjamin de la famille, et puis tout me tombe sur le dos. Mon mari me voit toute la journée en train de répondre, de résoudre des problèmes, de donner des conseils, je suis là. Et même si il faut dire que tout le temps, j'ai dit à mon mari, il me faut des vacances pour moi. Je ne me suis pas... Il me faut du temps pour moi. Je n'ai jamais trouvé du temps pour moi. Depuis que je me suis mariée. Depuis que je suis mariée, je n'ai jamais eu de temps pour moi. J'ai besoin de me retrouver et de trouver du temps pour moi. Le moi n'est pas là du tout jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi je ne suis pas arrivée au doctorat, parce que j'ai trop sur les épaules. Mais je te félicite toi-même pour avoir arrivé jusque-là. J'aimerais pouvoir... Je suis trop vieille, j'ai l'impression. Pour aller faire une maîtrise. Tant que tu vis, tant qu'il y a de la filiation. Mais il faut toujours trouver un temps, une semaine, par mois. Tu peux toujours trouver une semaine pour toi. Cette semaine m'appartient. Je m'occupe de moi. Je sors, je flâne, je me promène, je m'occupe de moi.
laissons les autres pour un instant et occupe-toi de toi-même. Il y a quelque chose, si vous voulez, je pourrais intervenir dans cette conversation. C'est quelque chose que vous pouvez demander à mon époux et mes enfants que je me donne. Ça, pas négocier le temps de Marie-Josée. Vous savez, je me lève, j'ai dit OK. Surtout, au cours de moi, il y a 3 pays, on me dit 3e pays, c'est pour Marie-Josée. Je prends l'avion, moi, je prends première place mal Paris. Si maintenant, Kailan, vous savez, il n'y aura pas de temps pour Marie-Josée. Quand vous restez dans la maison, vous sortez, vous aurez des heures pour vous-même. Mais si vous décidez, vous dites OK, les enfants, vous êtes là, mon mari, vous êtes correct, Marie-Josée est partie pour une semaine. J'ai pris ma semaine. Les sœurs me disent, est-ce que vous avez un petit temps de vacances? Parce qu'à l'Haïti, pour qu'on ne pas bon, pour qu'on ne même pas sentir. On va en Haïti, passer 11 semaines. Voilà, je suis comme ça. Je vais passer, je regarde, je visualise le temps, et puis ma pas la grand-mère là, non, comme papa l'effort. L'homme fin de tout bagay réalisé, on connaît. Chérie, l'homme fin de bagay yo, gen le madame moi font partie. Voilà, parce qu'il faut, sinon, n'a pas éclaté. Je vais lire pour vous une question sur le clavardage de Marlène Turenne. Si tu pouvais retourner en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Une question. Et deuxième question, as-tu des regrets? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Je me serais mariée beaucoup plus tard. Ça, c'est une chose, oui. Je l'aurais fait. Et parce que je serais plus mature et j'aurais un diplôme. Et il y a regret, plus maintenant. Il y a eu des regrets. Il faut être franche avec soi-même. Il y a eu des regrets. Arrivé à 30 ans, j'étais à Strasbourg, je me suis rappelé, j'ai dit aujourd'hui me fait 30 ans et je n'ai pas un diplôme correct, une licence dans quelque chose. Là, oui, j'ai fait le DEUG, mais tu ne reçois pas un diplôme quand tu fais 2 ans d'université en France. On te donne, on considère ça comme un DEUG. Et j'avais des regrets. Mais vous savez que j'ai été toujours une personne positive. Et c'est ce qui m'a poussée à arriver où je suis. C'est comme ça, il faut y aller. Merci. Il y avait des coins vraiment noirs. Et Marlène, c'est Marlène qui m'a posé cette question? Oui. Il y a eu des points noirs. Il y a eu des points noirs de regrets, de pleurs, de tout ça. Il y a eu des regrets. Oui. Merci beaucoup. Astrid, la parole est à vous maintenant. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir Adeline, à Madame Isaac. Astrid. Bonsoir. Permettez que ma question soit un peu impertinente. Alors, quand je vivais à Dikini, dans les années avant que je sois rentrée ici aux États-Unis, je ne me rappelle plus. Mais je ne vous connaissais pas vraiment, mais je connaissais de vous. Et tout ce que j'ai ouï dire, pas tout, mais la majorité, c'était qu'une femme impénétrable, une femme dure, une femme qui est un peu aristocrate, peut-être, une femme qui... Tout ça. Que diriez-vous à quelqu'un qui aurait pensé de vous comme ça? Est-ce que c'était une remarque légitime ou est-ce que c'était une misconception? Ou est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'il y a un changement maintenant? OK.
je vais commencer à parler d'un trait de caractère que j'étais une personne très... Je ne tolère pas la médiocrité. J'étais intolérante pour la médiocrité, ce qui n'est pas beau et bien fait. Je me rappelle, j'avais eu la femme de ton frère dans ma classe, et Marie-Josée, et Romuald, oui, la femme de Romuald. Jenan, oui. Jenan était dans ma classe en 3e, je crois. J'étais professeur anglais. Et puis un jour, j'arrive dans la classe, je vais illustrer tout ce qu'elle a dit là. Hein. Je suis arrivée dans la classe et j'ai vu sur le tableau Déchouquer Madame Isaac. Plusieurs Déchouquer Madame Isaac, Déchouquer Madame Isaac. J'appelle le sous-directeur, je ne sais pas comment, le directeur. Le recteur, le directeur ou le sous-directeur, je ne me rappelle plus. Il est venu, il a parlé aux élèves. Je vais vous dire pourquoi tout s'est arrivé là. Et j'ai appelé le directeur et puis il a parlé à la classe, il m'a dit, Madame Isaac, je peux rentrer maintenant. Tout ce qui a causé cette affaire de déchouquer Madame Isaac, j'enseignais dans 4 classes, 6e, 5e, 4e et 3e. Quand tu arrives, surtout c'était les classes, à ce moment-là, il y avait les classes l'après-midi parce que je travaillais à l'ambassade le matin. J'arrive dans les classes qui sont sales, remplies de papier, les bancs sont n'importe comment. Je dis aux élèves, je ne rentre pas dans une classe, dans une salle sale. Il faut mettre les bancs en place, ramasser les papiers et asseyez-vous correctement. Et j'avais toujours un petit moment, après la prière, j'avais un petit temps pour leur faire la morale, pour leur dire comment s'habiller, comment se comporter, tout ça. Et j'ai l'impression peut-être ça avait chiffonné certains. Et je vous donne un exemple. J'ai dit, écoutez, l'école, l'uniforme, c'est vert et blanc. Au lieu si votre parent n'a pas d'argent pour acheter une paire de chaussures ou vous achetez une paire de tennis, achetez une paire de tennis noire. Et si vous avez une seule paire de chaussettes, achetez une paire de chaussettes blanches. Vous n'allez pas mettre des chaussettes rouges avec l'uniforme vert. Tout ça a créé une ambiance, une opinion que les élèves ont faite tout autour de moi. Ensuite, pointilleuse. Voilà. Et en tant que professeur, ce que je leur disais, vous passez beaucoup plus de temps à l'école qu'à la maison. Nous remplaçons vos parents. C'est à moi de vous éduquer. Et ça a fait tout un tout. Et quand je suis rentrée dans la classe, après déchouquer, j'ai dit, bon, tout le monde ne peut pas parler ensemble, choisissez un avocat. L'avocate était Jenad. Ah non, elle le serait. Yes. Elle a raté elle m'a dit vertement ce qu'elle pensait de moi, ce qui ne m'a pas dérangé du tout, et je leur ai expliqué mon point de vue, parce que je suis en train de vous former pour une société qui est méchante. La société dans laquelle nous vivons est méchante. Il faut un certain port, une façon de se comporter, une façon de s'habiller, une façon de parler. J'exigeais que ce soit le français dans ma salle de classe. Tout ça a formé tout un... Vous connaissez, notre peuple sur le campus, les adventistes, ils ont formé tout ça autour de moi. Je savais qu'on disait que j'étais aristocrate, mais Marie-Josée me connaît et tant d'autres qui se sont approchés n'ont jamais vu ce côté aristocrate chez moi. Je ne suis pas aristocrate, j'aime les choses bien faites. En fait, nous aimons ça alors. Voilà. Tout le monde qui entourage, c'est même gens et tout. Yes, la médiocrité n'a pas sa place. Yeah, et notre Dieu n'est pas un Dieu, mais c'est un Dieu qui déteste la médiocrité. Ensuite, être dur, et quand tu es responsable d'un groupe, et j'avais les enfants et j'avais les adultes, en fait, de jeunes adultes à ce moment-là,
il fallait mettre les choses en place pour que ce soit bien fait. Nous connaissons Haïtiens, on t'a entendu ça dans la radio hier matin, Haïtiens pas aimer discipline. Il fallait que m'inculquer en discipline avec le groupe. Tout ça m'a donné appellation que dure, aristocrate. Je suis arrivée pour visiter à la polyclinique, j'ai été visiter une dame qui m'a dit, ou même où c'est bourgeoise, bah j'aime bourgeoise dans la vie. Toujours ces péchettes, moi, mes parents n'ont pas étaient vivants, ils n'avaient pas d'héritage. Je ne suis pas une personne riche. J'aime le beau, j'aime ce qui est bien fait. J'ai un défaut que j'avais, si je peux le dire, pour répondre à Astrid. J'étais intolérante. Je suis devenue tolérante. Je ne tolérais pas la médiocrité, mais si quelqu'un est médiocre, je peux travailler avec cette personne. Merci beaucoup. Je peux travailler médecin parce que ma vie chrétienne a changé. J'étais très du tac au tac dans le temps. Je disais ce que je pensais. Il fallait que ça sorte. Et si je devais, je ne dis pas, je me dis gros mot dans la vie de ma vie, Dieu m'entend. Je me dis gros mot. Mais un seul mot peut te tuer. Je ne fais plus ça. Ce n'est pas la même Madame Isaac que vous avez connue. Maintenant, c'est une personne, même la médiocrité, je ne l'accepte pas, mais je la tolère. Et je travaille avec cette personne pour arriver à un niveau, à mon niveau. Parce que je me que tout le monde arrive à un niveau. Si je arrive en Haïti, je non côté qui drôle, qui bagaille, je fais un travail avec eux pour m'arriver à mon niveau. Parce que j'estime que là où je suis, si tout le monde au même niveau, pas bien jalousie, pas bien mésentente, parce que nous sommes au même niveau. Mais si on ne peut pas que vous, là toujours une petite jalousie, un petit bail dans le cœur. Et c'est ça qui c'est l'entente, qui fait la bonne entente. Que ce soit dans un foyer ou dans une église, si tout le monde est au même niveau, il n'y aura pas bien jalousie, pas bien problème. Et c'est à ça que j'aimerais arriver si je retourne en Haïti. Si. Merci beaucoup. Nous avons Marlene. Astrid, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis satisfaite, oui, vous l'avez répondu, merci. D'accord. Mais je me suis rappelé de ton visage, hein? Même si tu ne m'as pas connu, mais je me suis rappelé de ton visage. Oui. Que tu as passé un petit temps sur le campus, bien sûr. Ma petite sœur, Joanne. Joanne oui, on se ressemble. J'étais au Sacré-Cœur, mais Joanne et mes deux frères, Sydney et Roman, ils étaient tous à l'UNA, mais moi j'étais au Sacré-Cœur, chez les sœurs. D'accord. Mais je visitais le campus assez souvent. Ah ben bien sûr, voilà. Il y a une autre question? Oui, je vais juste passer la parole à Marlene qui était là avant. Ensuite, Perrette. Par la suite, je vais lire ce qui est écrit dans le clavardage. Bonsoir tout le monde, spécialement des salutations spéciales à Madame Isaac. Et je veux seulement ajouter avant de poser ma question, Madame Isaac, ça ne sera jamais réalisable avoir tout le monde au même niveau. Si tu regardes tes doigts, tu vas voir que chaque doigt a une longueur différente. Il va toujours y avoir des différences et tu n'auras jamais une société homogène. Il y aura toujours des gens qui sont un peu plus gros. C'est la même chose pour une classe. Il n'y aura jamais une classe où il n'y a que des élèves intelligents. Il y aura toujours un élève passable, un élève assez bien, un élève ou bien des élèves excellents. Je sais que c'est un bon rêve, mais le rêve ne réalisera jamais. D'accord? Moi, personnellement, j'ai appris, je prenais mon temps à regarder Madame Isaac, qu'on appelait souvent Adeline. Moi, comme assez souvent, je l'appelais Madame Isaac. Oui, Didine aussi, mais je n'ai pas cette habitude de l'appeler Adeline, mais je me sens beaucoup plus à l'aise avec Madame Isaac. J'avais pasteur Isaac comme professeur d'anglais. En la regardant assez souvent marcher sur le campus,
toujours joyeuse et très déterminée, beaucoup de fougue, quelqu'un qui, je ne sais pas, c'est comme si elle envoyait un message pour dire que ma vie est rose. Et elle te montrait que, quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire, je prends la vie toujours du bon côté. Pour moi, c'est cette image qui est restée dans ma tête. Je n'ai pas d'autres images. Mais ce qui a attiré mon attention aussi chez elle, c'est sa façon de s'habiller. Quand elle marchait sur le campus, sur le boulevard Pirin, elle portait son pantalon. C'est comme si pour elle, elle était seule dans son univers. C'est tant pis pour les gens qui pensent qu'elle est, ou bien qu'elle est aristocrate, qu'elle est, etc. Mais elle vit sa vie. Elle te donnait le goût de vivre. J'étais assez jeune en la regardant marcher. Je dis, j'aimerais être comme elle, mon Dieu. Avoir la tête toujours haute. Et quand elle parle, elle était toujours sûre d'elle. Et on sentait que elle n'était pas autoritaire, non, mais elle était toujours sûre, elle visait le but. C'est comme si elle atteint toujours son but visé. Maintenant, voici ma question, Madame Isaac. Tu étais ma femme de pasteur quand tu étais en Haïti. Tu l'es encore. Avec ces, comment est-ce que je peux les appeler? Avec cette tendance au milieu des femmes de pasteur. Quand tu es femme de pasteur, tu dois avoir la jupe longue, on ne doit pas voir tes aisselles. C'est comme si quand on est femme de pasteur, on t'empêchait d'être coquette. C'est comme si tu n'as pas le droit d'être coquette. Parce que quand tu es coquette, c'est comme si tu n'as pas le Saint-Esprit chez toi. C'est comme si tu dois toujours te recouvrir. Et moi, je me disais, si je dois être femme de pasteur, je veux être comme cette dame-là. Quand c'est une dame qui vit pour elle, elle ne vit pas pour les gens. Je ne sais pas, je n'avais jamais côtoyé Madame Isaac de près, mais j'avais eu la chance de parler, d'avoir Woody dans mon entourage, d'avoir Ketia. Et Ketia n'était pas de ma promotion, mais je me rappelle qu'elle était venue me voir à l'hôpital quand je venais d'avoir Darnell, ma première fille. Et c'est comme tous les élèves de l'université se connaissent. Même si tu n'étais pas dans la même promotion, nous sommes amis. Elle était venue me voir avec Iverly, parce que je suis très proche de la famille d'Iverly. Elle était venue me voir et elle était contente de voir que j'ai une fille. Elle était tellement contente. Maintenant, là, je retourne là dans la famille de Madame Isaac pour lui demander comment est-ce que tu as vécu cette tendance-là autour de toi, des gens qui pensent que quand on est femme de pasteur, on doit marcher comme une sainte, les deux mains pliées sur sa poitrine. Dites-nous, Madame Isaac, comment tu as fait pour gérer tout ça autour de toi? Comment tu as fait pour passer 19 ans comme femme de pasteur sur le campus? 34 ans. 34 ans. Oui, dites-nous ce soir. Donne-nous le secret qui t'a permis de vivre parmi toutes les femmes de pasteurs. Il y en a qui ne voulaient pas mettre de permanent, de défrisant pour ne pas chasser le Saint-Esprit. Il y en a qui restaient avec les cheveux crépus. Mais toi, tu étais coquette, joyeuse, belle. Dites-nous, comment tu as fait pour vivre tout ça? En fait, je ne savais pas que Lucien allait étudier la théologie quand on s'est rencontrés. J'ai jamais voulu être une femme de pasteur parce que je sais que ce que les femmes de pasteur endurent avec les membres d'église et avec les autres femmes de pasteur. Bon, arrivé en Haïti, j'ai pu endurer certaines persécutions en fait. Les dire par-ci, comme tu dis, je marchais la tête haute, j'avais rien à me reprocher. Et vous savez, il y a comment je pourrais dire, une association de femmes de pasteurs qui s'appelle Shepherdess, je ne sais pas comment se dit ça en français, mais une association de femmes de pasteurs. Et il y avait ça, elles ne m'ont jamais invitée parce que je n'étais pas pure assez pour faire partie de leur association. Écoutez, mes amis, et j'ai reçu une éducation de 3 femmes parce que je n'ai pas connu de père.
J'ai reçu une éducation de 3 femmes, ma grand-mère, ma maman et ma tante. Ma mère m'a laissé à 6 ans. C'est ma mère et ma grand-mère qui nous ont éduqués en d'autres cas. Ma tante m'a dit nous toujours, rien pas supposé fort peur, ni étonné. Qu'on rentre dans la maison du roi ne doit pas t'étonner. Ou garder, oui, c'est la première fois où est la maison du roi, mais rien ne doit t'étonner. J'ai appris à me connaître, à me contenter de moi et à donner ce que j'aimerais que tout autour de moi soit. Simca avait dit ça. Voilà pourquoi j'ai créé les artisans de l'harmonie. Ça a été un pilier dans ma vie. Ça a été un pilier dans ma vie pour m'aider à surmonter ces femmes et ces pasteurs. Il y a un pasteur qui était pasteur de l'église de l'université qui est venu me dire, écoutez, et Madame Isaac, je vais te nommer comme directrice des activités laïques, mais si tu acceptes d'enlever ton alliance de mariage. Et j'ai dit au pasteur, je n'ai pas de problème pour enlever mon alliance. Viens à la maison, on va voir les textes qui parlent que c'est défendu ou bien c'est un péché de porter l'alliance conjugale. Parce que j'avais laissé la France à ce moment-là, il fallait. D'ailleurs, on a persécuté mon mari qui ne portait pas l'alliance. Parce qu'en tant qu'Haïtien, lui, il a décidé de ne pas porter, mais le président de l'école là, voulait même lui dire qu'il est un vagabond parce qu'il peut aller filer, aller après d'autres filles parce qu'il ne porte pas l'alliance. Ça, c'est une parenthèse que j'ai voulu ouvrir. Mais j'ai été persécutée. Parfois, quand je n'avais pas ma voiture, je prenais la route à pied, laissant... À ce moment-là, je travaillais à l'immigration, je crois. Il y avait embargo, des trucs comme ça. Il n'y avait pas de gaz, des trucs comme ça, raté de trucs. Je prenais la route. Vous savez, je rencontrais des pasteurs qui montaient dans leur voiture et qui ne s'arrêtaient pas pour moi. Ils ont un bon coup de poussière. C'est leur droit. Vous comprenez? Je n'avais pas étudié la psychologie et maintenant, je comprends beaucoup mieux. Je vous ai dit que la Jamaïque m'a beaucoup transformée parce que là, j'étais enflée de moi, en fait. Parce que sous dit mon bagage, je sais que je peux te répondre. Tac, tac, tac. Bon moment, Marie-Josée. Laisse couler le pont. Hein, Marie-Josée? Bon moment, Marie-Josée. Aïe, aïe, aïe. Mais Marie-Josée, les qui changent tout, qui viennent sage. Je peux vous dire que Haïti, en tant que femme de pasteur, c'était pas facile. Ça a été très dur, mais Lucien a fait tout ce qu'il fallait faire. On a été en charge de Sinaï. On était là quand, par persécution, l'Union nous a déplacés. C'était avec des larmes aux yeux que les membres nous ont laissés aller. Parce qu'ils nous avaient adoptés, on était bien à Sinaï. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il nous a déplacés, on est resté à Dikini, j'ai pu faire les artisans de l'harmonie, les petits chanteurs, tout ça. Et moi, tout ce qui nous arrive dans notre vie, à un certain moment en Haïti, j'ai dit à Lucien, écoute, pas peu de travail, je suis encore jeune. Si tu te décides d'aller vers une autre profession, je suis avec toi. Parce que je voyais que la persécution était là. On ne nous aimait pas. On ne connaît pas les causes. On ne faisait pas du mal, du tort aux gens, mais on ne nous aimait pas. Pourquoi, on ne sait pas. L'inconnu. Oui. L'inconnu dérange et ça, c'est psychologique, comme vous le savez, parce que les personnes quand l'esprit humain qui n'a pas une réponse trouve une réponse. Mais la réponse est trouvée selon l'éducation de la personne, ses manques remplissent l'espace, alors ils vont trouver, surtout s'ils ne se sentent pas bien dans leur propre peau, alors ils essaient de rendre malheureux leur entourage. Je suis obligée de mettre un peu, de freiner un peu dans les élans parce qu'il est 19h50
Je vais lire pour vous les questions. Perrette a la main levée. Oui, elle le sait, on a concerté. Je vais lire ce qui est dans le clavardage. Ensuite, je vais lui donner la parole et Perrette fera les remerciements et la prière. Mais avant de lire, moi, je voudrais apporter quelque chose. J'ai vécu en Haïti les dernières années de ma vie. Madame Isaac était pour moi une deuxième maman. Elle, je savais que j'allais me marier en Haïti. Elle fut celle que je pensais qui serait la marraine de mon mariage. Mais elle avait un plan, c'est Madame Marthe Auguste, Marthe Célestin, Madame Marc Auguste, c'est mon qui connaît, lui qui vient marraine mariage. Elle a tout organisé, tout. On série de quêteurs que je ne connais pas, on série de belles petits garçons, on série de belles petites filles, ti moun yo habillés, belles robes qui sont des tenues extraordinaires cousues sur mesure, la musique, la décoration. J'arrive en Haïti, je disais, OK, regardez, Mercedes vient chercher moi, et puis c'était extraordinaire, le tapis rouge déroulé de l'entrée de l'église de Dikini. Moi, j'ai vécu les dernières années, j'avais des moments difficiles. Madame Isaac était ma mère spirituelle. Le support que j'avais eu avec elle quand je chantais dans les artisans d'harmonie, d'ailleurs, j'étais la plus jeune. J'ai commencé... Elle a fait appel à moi. J'étais très jeune. Les gens me disaient, moi, j'ai des cheveux blancs parce que seul petit. Après, vous avez fait appel aux autres, Judith, Ercy, tout ça. Mais moi, j'étais très jeune. Ce que j'ai vécu, passer la journée chez vous, ensuite, fin de journée, on va au restaurant des fois et on va à la répétition dans la chorale internationale. Ensuite, le dimanche, on allait à la mer, on priait tout le temps, on chantait, on priait, on célébrait. Et puis, nous pas de comme passer ça. Et tout parce qu'on était bien et on faisait tout pour la gloire de Dieu. Moi-même, Kadim, j'ai vécu un moment que je ne voulais pas quitter Haïti tout quand je vivais à ce moment-là. Alors, je vais lire ce que frère Lorquet a écrit. J'ai été émue face à cette présentation. Si je pouvais t'imiter, Madame Isaac, j'aurais accompli mes vœux et mes desseins. Je te félicite, ma sœur. Alors, Marlène a écrit, l'âge amène la raison. En effet. Alors, Joselaine a écrit, tu n'es pas une hypocrite. Marlène a encore écrit, quand on sait mieux, on fait mieux. Alors moi, je vous dis, Madame Isaac, que cette présentation a ramené des souvenirs heureux. Dans mes souvenirs, il y a des souvenirs malheureux, mais cette partie heureuse, je l'ai vécue grâce à vous et vous resterez, ma maman, mes enfants resteront tes petits-enfants pour le restant de ma vie et vous aurez des petits-petits-enfants parce que moi, je verrai les enfants de mes petits-enfants. Au nom de Jésus. Alors, merci beaucoup. Je passe la parole à Perrette pour conclure et pour prier. Merci à vous tous qui avez été là. Que le Seigneur vous garde et merci, Madame Isaac. Et mon chapeau aussi à votre époux qui était avec vous pendant tout ce temps, qui vous a soutenu et que le Seigneur continue à le garder en santé. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelque chose dans chat room que Marie-Josée n'avait pas vu, c'était tout au début. C'est Hélène qui avait marqué chapeau bas, Madame Isaac, et elle a signé Hélène. OK? Je voulais quand même annoncer ça. C'est ça. Premièrement, je veux dire merci à Madame Adeline pour... Désolée, il y a Joselaine qui a écrit en dernier lieu ici. C'est vrai, j'étais à Sinaï lorsque Madame Isaac Dr Isaac était pasteur. Quand il était là, je sais ce que tu es en train de dire. Si tu es très courageuse. Je voudrais juste souligner ça avant. Merci. OK. Mais oui, c'était très, très bien et nous te disons merci pour ta franchise, ta vulnérabilité, ton courage
on a beaucoup appris. C'est parce que chacun a son histoire. Parce que l'histoire, quand on dit mon histoire, mon voyage vers l'Amérique, on ne s'attendait pas à avoir ces va-et-vient et des visites ici et là. Et en fin de compte, tu es ici avec nous aux États-Unis. Et pour ceux d'entre nous qui sont aux États-Unis, je sais que nous avons Haïti et Canada ici avec nous aussi, mais j'aimerais te remercier pour le temps que tu as pris pour préparer et te rappeler de tout ça et puis nous donner un peu plus de ta vie, nous laisser entrer et avoir une idée de tout cela, ton parcours étant que personne. OK? J'aimerais additionner quelque chose pour les vacances. Je pense que, comme les autres l'ont dit, tu dois prendre du temps pour toi-même. Parce qu'à travers les histoires que tu as racontées, j'ai dû comprendre que tu as beaucoup souffert, sacrifié pour le bonheur de ton mari et puis de ta famille. Mais si tu prends du temps pour toi-même, c'est bien. C'est bien. Alors, j'espère que très bientôt, on va avoir les nouvelles que Madame Adeline est en vacances. Avec Marie-Josée. Croisière avec Marie-Josée. C'est ça. OK. Ensuite, je remercie tout le monde pour leur présence. Aujourd'hui, on a presque parlé 30 minutes de plus. Mais c'était très, très bien. J'aime la participation de tous ceux-là qui sont avec nous pour les remarques qui ont été faites, pour les questions qui ont été posées. Merci beaucoup. Et j'aimerais vous annoncer que samedi prochain, nous n'aurons pas une présentation comme telle avec l'histoire derrière mon nom. Chacun a son histoire, je voulais dire. Mais nous aurons un autre sujet que c'est la troisième année que nous sommes en train de toucher ce sujet qui est vraiment un peu tabou dans notre communauté et à travers le monde, je veux dire, la violence conjugale. Et ça existe dans nos églises, dans notre communauté, on n'en parle pas et les gens meurent, les gens souffrent, nous devons en parler. Alors, je vous invite à inviter vos amis à être avec nous. Marlène, qui est avec nous ce soir, sera la présentatrice. Alors, nous allons faire en sorte que tout ça s'achève dans 1 heure de temps, de 6h30 à 7h30. Alors, la présentation sera pour 30 minutes. Nous aurons du temps à poser des questions et à donner partager des idées en ce qui concerne ce sujet-là. Comme j'ai dit que c'est la troisième année que nous venons avec ce sujet, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit parler beaucoup plus souvent parce que le problème est un problème quotidien, mais en fait, on en parle une fois. Il y a un mois dédié à ça. Le mois d'octobre, c'est le mois consacré à Domestic Violence Awareness, mais le problème, c'est le problème quotidien. Alors, nous allons penser à comment venir avec ce sujet et l'attaquer pour que nous pouvons aider les gens de notre communauté et de nos églises à ce sujet. Encore une fois, je vous remercie très sincèrement et je vous donne rendez-vous à samedi prochain pour ce prochain sujet. Alors, inclinez-vous pour un mot de prière alors que nous allons nous séparer. Merci. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta grâce et ton amour envers nous, pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler même à distance afin de parler de nos expériences. Nous sommes tous tes enfants et tu as un plan pour chacun de nous, pour la vie de chacun de nous. Alors que nous
nous en parlons, nous voyons ta main nous diriger malgré nos problèmes. Nous ne sommes jamais seuls. Et tu as été avec nous, tu es avec nous et tu seras toujours avec nous parce que tu l'as promis et tes promesses sont certaines et véritables. Merci pour notre sœur Adeline qui a parlé ce soir. Merci pour les amis qui ont été avec nous depuis le début jusqu'à cette présente minute. Alors que nous allons nous séparer et entrer dans une nouvelle semaine, nous te demandons d'être avec nous, de bénir. Amen. Alors, vous êtes avec nous. Du côté de Perrette, il y a peut-être un peu de gel, mais nous savons que le Seigneur est avec nous et qu'il continuera d'être avec nous. Passez une très, très bonne semaine. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et je vais arrêter l'enregistrement.